Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari. Et on se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec notre invitée ce soir, Ségolène Royal. Bonsoir. Bienvenue sur notre antenne, ancienne ministre et présidente de la COP21. On va bien sûr parler avec vous d'environnement, de la COP26 qui s'achève bientôt. On va parler de pouvoir d'achat aussi, de sécurité, de la campagne présidentielle. Autant de thèmes qui sont importants pour les Français. Et à mes côtés, il y a Louis Aossalter. Bonsoir, journaliste à Marianne. Bonsoir Laurence, bonsoir Louis. Nous allons donc interroger tous les deux Ségolène Royal. On va commencer, si vous le voulez bien, par la sécurité. Après cette attaque au couteau contre des policiers à Cannes ce matin, on va juste écouter un syndicat de policiers, Grégory Choron, de Unité SGP Police, qui parle de la légitime défense des policiers qui ont sorti leur arme pour neutraliser l'assaillant. On l'écoute. Que les fonctionnaires de police aient moins d'appréhension à sortir leur arme, je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Ils ont malheureusement sûrement plus de cas où ils peuvent le sortir qu'avant parce que forcément, comme on le dit depuis tout à l'heure, le monde a un peu changé depuis 2015 et malheureusement, on a des attaques et des atteintes qui nécessitent un usage des armes qui est plus régulier qu'avant, c'est évident. Mais globalement, aujourd'hui, toutes ces affaires-là ont reconnu quand même la légitime défense des fonctionnaires. C'est ce qu'il faut retenir. Donc, les collègues ne tirent pas, on n'est pas au western. Quoi. Absolument, je veux dire, c'est pas les États-Unis. Voilà, on n'est pas aux États-Unis. Ségolène Royal, est-ce que le désordre règne dans notre pays? On défie l'autorité de l'État en permanence? Bon, c'est toujours difficile de généraliser à partir de chaque cas. Ce qui est clair, c'est que y a une accumulation d'agressivité, de violence, de faits plus ou moins graves, celui-ci étant d'ailleurs particulièrement grave. Et la question qui se pose, c'est de savoir si on a suffisamment pris en charge tous les problèmes psychiatriques qui se sont renforcés pendant la double séquence de confinement, et notamment sur les jeunes. D'accord, mais là, en l'occurrence, on a un ressortissant algérien de 37 ans, présent de façon illégale sur le sol français. Donc oui, on est vraiment dans les jeunes... Qui agressent quand même les policiers. Oui, absolument, mais qui n'a pas été touché par le confinement, a priori. Oui, il ne vient pas d'arriver sur le sol, sur le territoire français non plus. Donc, il a un titre de séjour italien. Oui, mais il ne vient pas d'arriver là, aujourd'hui, sur le territoire français. Donc, je pense que ce problème-là, sur lequel alerte d'ailleurs et la police et les personnels de santé, je pense qu'il faut vraiment, au titre de la prévention d'autres types de dérapages plus ou moins graves, et souvent d'ailleurs très graves, prendre vraiment en considération cette problématique. D'ailleurs, avaient été annoncées des permanences psychiatriques, non seulement dans les écoles, dans les quartiers, sur les lieux de travail, dans les rues, etc. Et je pense que ce problème, je ne vais pas le minimiser, mais attention, parce qu'on aura d'autres phénomènes gravissimes. Et c'est vrai qu'il y a un basculement d'une partie de la population, notamment des jeunes qui ont été enfermés, vers des problèmes psychiatriques importants. Mais là, c'est de ressort de la psychiatrie et non pas du terrorisme. L'homme a parlé du prophète et de Allah. Il ne s'agit pas de terrorisme plutôt que de psychiatrie. Je sais pas, la magistrature va qualifier les faits, j'imagine, si ce n'est déjà fait. Je crois que le parquet antiterroriste n'a pas été saisi pour l'instant. Mais vous avez aussi des phénomènes psychiatriques, de mimétisme de ce type-là. Ok, Louis Aossalter. Est-ce que, Madame Royal, en parlant de psychiatrie dans cette affaire-là, vous ne pensez pas que joue aussi ce que Gilles Kepel a appelé le djihadisme d'atmosphère, qui conduit des personnalités plus ou moins fragiles psychiatriquement à se réclamer du djihadisme, à se réclamer de l'islamisme pour attenter à la vie ou à l'intégrité physique de représentants de forces de l'ordre? Est-ce que c'est pas d'abord le djihadisme d'atmosphère qui explique ce genre d'attaque? Ça rejoint exactement ce que je viens de dire. En plus, il y a eu des heures et des heures passées sur les réseaux sociaux pendant le confinement, et je pense que ça. Et d'ailleurs, si je vous le dis ça, c'est parce que les spécialistes et les experts le disent également, qu'il y a une observation, en effet, un constat sur le dérapage et le basculement, comme vous venez très justement de le dire, vers du mimétisme, et donc il faut être extrêmement vigilant. Mais le fait que les policiers soient systématiquement attaqués, qu'il y a un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes dans notre pays, est-ce que c'est pas, au-delà évidemment des problèmes psychiatriques que peuvent rencontrer certains délinquants, un phénomène de société? C'est-à-dire on rejette l'autorité de l'État, mais on va même plus loin, on la provoque. On va au contact en permanence, en la considérant dans certains quartiers comme une bande rivale. Oui, ça a toujours existé. Donc il y a deux questions. Premièrement, est-ce que les phénomènes s'accentuent, s'accélèrent? La réponse est oui. Donc ça, je répète, il faut vraiment faire un travail de prévention pour identifier très rapidement des jeunes qui sont en situation de déstabilisation, d'hystérie, etc., avant qu'ils ne passent à l'acte. Donc ça, c'est très important à mettre en place. Et deuxièmement, bien sûr qu'il y a une contestation de l'autorité. Donc ça, quelles sont les questions relatives à cela?
d'abord, c'est le rôle des parents. Ensuite, c'est le rôle de l'école, c'est le rôle de l'éducation. Et vous connaissez mes convictions sur la question de l'ordre juste et sur la question de l'encadrement militaire des délinquants et des jeunes. Et c'est vrai, une nouvelle fois, je dois le redire, même si ça paraît répétitif, c'est que je pense que la suppression du service national a été une faute grave et qu'il faut vraiment réinstaurer, pour les jeunes qui n'ont pas eu la chance d'être correctement éduqués, qu'il faut réinstaurer des repères et des formations strictes pour ces jeunes, pour qu'ils réapprennent à vivre en société. Et d'une certaine façon, c'est leur rendre service. Parce que, vous voyez, ces jeunes font des victimes, mais à un moment, ils sont eux-mêmes victimes, parce que pour un jeune qui commence comme ça dans la vie, sa vie adulte, il est fichu pour la vie. Donc, c'est aussi... Ça veut dire que les délinquants qui agressent les policiers sont des victimes, Ségolène Royal ? Non, c'est pas ce que je viens de dire. Mais je viens de dire que quand la société décide de recadrer un jeune de façon stricte, elle le protège aussi contre lui-même. Ça pose la question de la réponse pénale, qui bien souvent n'est pas à la hauteur de ce qu'attendent les policiers qui sont agressés. Oui, enfin, vous savez, avec des rappels à la loi ont été abandonnés. Désormais, c'est les stages de conseils sur comment doit faire la police, comment doit faire la justice, pourquoi les peines ne sont pas plus graves, etc. Je pense aussi c'est une façon aussi... Il faut veiller aussi à ne pas déstabiliser l'institution policière et l'institution judiciaire, où à chaque fois qu'il y a un dysfonctionnement grave, une nouvelle loi. Et la police est mise en cause et la justice est mise en cause. J'entendais, je ne sais plus sur quelle antenne, pas la vôtre, mais j'entendais quelqu'un dire « Oui, mais les policiers ne dégainent pas assez vite leurs armes. » Il faut arrêter là. Il faut arrêter quand même le délire verbal à chaque fois qu'il y a un grave dysfonctionnement de la police et de la justice. Les peines sont maintenant extrêmement graves. Tout est une question d'anticipation et de riposte. Et là, les policiers ont riposté. Oui, ils étaient en légitime défense. Mais comment est-ce que vous déclineriez le concept ? Vous avez rappelé, vous aviez parlé d'ordre juste depuis déjà un certain temps. Et de fait, une majorité de Français aspirent sans doute à la fois à l'ordre et à la justice. Est-ce que vous n'avez pas eu raison trop tôt ? Et comment vous déclineriez dans la société d'aujourd'hui cette notion d'ordre juste pour que ce ne soit pas qu'une théorie ? Je ne crois pas avoir eu raison trop tôt, c'est les autres qui étaient en retard. Ils avaient tort. Vous voyez ? Ils étaient en retard. Ils étaient en retard, parce que c'est vrai que j'ai été prise à partie, notamment à gauche. Oui, par votre famille politique, tout à fait. Absolument, oui. Donc, non, mais ce concept, il reste plus que jamais d'actualité. Plus que jamais d'actualité. Voilà. Et tout le monde est comptable des messages que renvoie une société. La gauche comme la droite ? Oui, la gauche, la droite, tout le monde est comptable. L'éducation, les parents. Donc, l'ordre juste, c'est quoi ? C'est quand tous les adultes ont le même langage par rapport aux enfants et par rapport aux adolescents. C'est-à-dire que l'école dise la même chose que les parents. C'est-à-dire que les parents apprennent à leurs enfants à respecter l'école, parce qu'il y a aussi beaucoup d'agressivité contre les enseignants dans le système scolaire. Donc, c'est aussi une façon de contester l'autorité. Que les adultes disent la même chose, la justice, la police, que tout le monde ait le même langage. Vous voyez, dès que la police commence à contester la justice ou inversement, là, ça devient très dangereux. Parce que les institutions incarnées par des adultes doivent être solidaires les unes des autres et diffuser des discours cohérents et d'encadrement en direction des jeunes. Mais ce qui manque, c'est des structures d'accueil. Donc c'est pas une question de loi, c'est une question de mentalité et de moyens. Ce que vous dites. Et de moyens. Et de volonté politique. Je pense que vraiment, dans le constat de la faillite éducative, de plus en plus d'adolescents, aggravés, je le répète, par la crise sanitaire et par le confinement, où beaucoup de jeunes ont été en plus déscolarisés, donc sont en grande fragilité, je pense qu'il faut des réponses spécifiques et recréer des centres d'accueil fermés, encadrés, rigoureux, autoritaires pour des jeunes et pour les remettre dans le droit. Il en faut au moins un par département. Et pas les laisser dans la rue. Aujourd'hui, il y en a 50 en France. Il en faut doubler au moins 16 à 20 adolescents. Chose, hein. Bien sûr. Avec un manque d'effectifs, de personnel, d'encadrement. Bien sûr. Étant donné la difficulté de l'exercice. Donc c'est ce travail-là qu'il faut faire. Construire et assez rapidement. Il faut construire des centres. C'est dommage qu'on ait vendu les anciennes casernes. Hein. Il y en a peut-être encore qui sont récupérables. Hein. Et puis encadrés, mais même par des militaires à la retraite, des sous-officiers sortant de l'école des sous-officiers. Alors, c'est pas le métier de l'armée, hein, mais il y a des métiers connexes qu'on pourrait très bien imaginer par rapport au recadrage des jeunes. Mais recadrer d'une éducation par la réussite, par le sport, par la réussite, par le réapprentissage des bases scolaires. Parce que ce qu'on découvre aussi sur ces jeunes délinquants, c'est qu'ils n'ont même pas les bases scolaires de la lecture et de l'écriture.
Donc dès qu'on est marginalisé par rapport à une société, on est vulnérable par rapport au mimétisme que vous évoquiez tout à l'heure. Et on fait le malin, effectivement, en criant des mots d'ordre religieux pour éviter ce qui est vu sur les réseaux sociaux. Allez, c'est ça qui est dramatique. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur Europe 1. On parlera avec vous pouvoir d'achat, vie chère, thème central aussi de préoccupation pour les Français, avec les dernières mesures annoncées par le gouvernement, et notamment ce chèque inflation de 100 € pour 38 millions de Français. A tout de suite dans Punchline. 18h-20h sur Europe 1, Punchline. Et d'argent. Connect Pro Fibre d'Orange, c'est jusqu'à 20 lignes fixes, 4 forfaits mobiles et des solutions pour rester toujours joignable. Orange. Offre soumise à conditions, disponible en France métropolitaine, réservée aux professionnels. Conditions et détails sur orangepro.fr ou au 3901. Service gratuit, appel au prix d'une communication normale selon offre détenue. Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari. On se retrouve avec Ségolène Royal, qui est notre invitée, et Louis Hausalter, journaliste à Marianne, qui est avec moi pour l'interviewer. Le pouvoir d'achat, évidemment, ce sera l'un des thèmes principaux de cette campagne présidentielle. Il y a une vraie inquiétude des Français. Les prix augmentent sur tous les produits. Évidemment, on a beaucoup parlé des carburants, de l'énergie, électricité, gaz, mais les produits de première nécessité sont en train d'augmenter. On est face à un risque d'inflation majeur qui peut impacter durablement la consommation et les consommateurs français. Ségolène Royal, comment y remédier ? Diminuer le reste à vivre. Ce qui est très dangereux dans l'augmentation des prix, c'est exactement ce qui avait conduit d'ailleurs aux émeutes des Gilets jaunes, c'est la diminution du reste à vivre. Et nous sommes là au mois de novembre, c'est-à-dire le mois auquel le mouvement des Gilets jaunes avait commencé. Pourquoi est-ce que le mouvement des Gilets jaunes avait commencé par rapport à l'angoisse des fins de mois ? C'est parce que nous sommes en fin d'année et que les personnes qui ont des toutes petites retraites, par exemple, notamment les femmes, puisque je rappelle que le mouvement des Gilets jaunes a commencé par les femmes ayant des très petites retraites, se rendaient compte qu'elles allaient plus pouvoir se déplacer pour aller à Noël avec leur famille, plus pouvoir faire de cadeaux à leurs petits-enfants, que le 15 du mois, il n'y avait plus rien à manger, et qu'en fin d'année, en plus, il y a souvent des impôts à payer et des charges à prendre en considération. Donc voilà, et on a l'impression que face à ça, il y a une espèce d'inertie. Vous voyez, parce qu'on a une publication de l'indice des prix. Alors on nous dit les prix augmentent de 1,5%, 2%. Mais non, ils augmentent beaucoup plus. Déjà en 2016, j'avais dénoncé l'arnaque de l'indice des prix. Parce que l'indice des prix, il est calculé le même pour tout le monde. Mais non, quand vous avez pas beaucoup de revenus, la structure de votre consommation, c'est essentiellement des biens alimentaires. Et les biens alimentaires sont en train d'augmenter. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de transparence sur la chaîne de formation des prix. Or, quand les matières premières augmentent, il n'y a aucune raison que les intermédiaires qui n'ont pas, et c'est vrai aussi pour l'énergie, qui n'ont pas plus de frais de distribution ou de frais de production, s'en mettent dans les poches, puisque tout est calculé en pourcentage. Donc il suffit que la matière première augmente, encore faudrait-il d'ailleurs qu'on contrôle la hausse de la matière première, pour que sur toute la chaîne, tout le monde se sucre, sauf le consommateur final qui lui paye tout. Donc vous voyez, il faudrait là une autorité de l'État pour dire, nous, l'État veut de la transparence sur les prix, pour voir qu'est-ce qui se passe entre la production et la vente. Vous dites merci, mais est-ce que le gouvernement n'a pas déjà fourni une réponse considérable avec le quoi qu'il en coûte, qui, on l'a encore vu la semaine dernière, a empêché par exemple que la pauvreté augmente malgré la crise? Est-ce que les aides, le chômage partiel, vous avez vu ça? Non pas. Eh bien, il y avait l'étude de l'INSEE, Elle a été très contestée. Elle a été très contestée. Que la pauvreté n'avait pas augmenté, contrairement à ce que disaient les associations. C'est un exemple parmi d'autres, mais est-ce que quelque part le gouvernement n'a pas fait une grosse part du boulot sur la réponse? Arrêtons-nous un instant sur cette histoire de la pauvreté, parce que ça c'est un vrai débat politique. Les associations caritatives reconnues d'utilité publique, qui sont en première ligne, ont vu que la pauvreté était en train de monter de façon dramatique, et en particulier chez les jeunes. Il n'y a jamais eu autant de jeunes dans les restaurants du cœur, dans les soupes populaires, etc. Donc, on a là, et c'est assez nouveau dans la société actuelle, et ça pour la France, 5e puissance du monde, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Donc cette explosion de la misère, parce qu'on ne sait même plus de la pauvreté, cette explosion de la misère chez les jeunes, c'est vraiment un sujet dont le gouvernement devrait s'emparer. Et quand l'INSEE nous dit la pauvreté n'a pas augmenté, ça a été très contesté par les associations caritatives. Donc tout dépend comment c'est calculé, les chiffres, etc. Moi, je fais confiance au vécu des gens et donc à la proximité des associations. Et ce qui a été de pire dans la déclaration du responsable de l'INSEE, c'est de dire oui, mais
La pauvreté n'a pas augmenté, mais c'est le sentiment de pauvreté. Ça vous rappelle pas quelque chose, ça, le sentiment d'insécurité? Il nous a dit le sentiment de pauvreté a augmenté parce que, je sais pas, ce qu'il a expliqué, c'était très confus. On a comparé, disait-il, la situation actuelle d'avant, après le confinement. Enfin, on n'a rien compris. Mais manifestement, il avait des instructions, alors que c'est normalement un organisme indépendant. Il avait des instructions pour calmer le jeu et pour dire tout va très bien dans le meilleur des mondes. Et le gouvernement qui fait cette prime inflation 100 € pour 38 millions de Français, c'est une réponse à court terme? Mais c'est pas sérieux. 100 €, comment ça va être calculé avec une bureaucratie? Il faut le demander. Au moment où tout est dématérialisé, comment le chèque arrive? C'est comme le chèque énergie. Vous savez qu'il y a une personne sur deux qui relève du chèque énergie qui ne le reçoit pas. Parce qu'il faut le demander. Ensuite, c'est un chèque papier. Ensuite, il faut une boîte aux lettres. Non, normalement, ce sera automatique. Automatique sur oui, quoi? pour les 38 millions de Français. Automatique sur le bulletin de paye. Oui, tout à fait. Pour les Français qui ont un bulletin de paye, qui sont salariés. Oui, mais la difficulté, c'est de regarder le reste à vivre. Vous voyez? C'est pas une fois comme ça, tant mieux s'il y a 100 €. Hein. Mais il y a une question, que je le disais tout à l'heure, de formation des prix. C'est là où il faut réguler, il faut... Mais comme on est un gouvernement qui a une idéologie libérale, je pense qu'il n'a pas envie de contrôler les prix. Et sur l'énergie? Même sur le gaz. Sur l'énergie, alors, et sur l'énergie, précisément. Et sur l'énergie, c'est la même chose. Le prix, le tarif du gaz est lissé jusqu'à l'été prochain. Mais vous avez un effort qui est fait. Non, pas vraiment, parce que vous avez vu que non seulement l'Assemblée nationale a voté une compensation de plusieurs milliards pour compenser ce gel des prix, ce qui est déjà assez choquant, mais qu'en plus, il y aura un rattrapage. C'est-à-dire, c'est gelé provisoirement, mais ce que les Français n'ont peut-être pas vu, c'est qu'après les élections présidentielles, il a été annoncé qu'il y aurait un rattrapage. C'est-à-dire que le prix du gaz va d'autant plus augmenter pour rattraper, là, les hausses du prix du gaz. Or, la question est la même, puisque moi-même, j'avais bloqué en tant que ministre de l'Énergie, j'ai eu ce problème à gérer, j'avais bloqué le prix de l'électricité, parce que je ne comprenais pas pourquoi EDF nous racontait qu'il fallait toujours augmenter l'électricité. Ils étaient les seuls à calculer les coûts de production. J'avais bloqué le prix de l'électricité, vous vous souvenez, et changé le mode de calcul du prix de l'électricité. À ce moment-là, ils avaient saisi le tribunal administratif, ce qui était déjà un comble contre leur ministre, et qui, sur la base des anciens contrats, avait effectivement opéré un rattrapage, même si pour la suite, j'avais là imposé un blocage du prix de l'énergie. Ce que je veux dire par là, c'est que par rapport au raisonnement que j'avais tout à l'heure, c'est vrai qu'il là aussi, il faudrait la transparence, puisque la vente du prix de l'énergie tient compte effectivement de la hausse du prix de la matière première, du brut, mais que sur la chaîne de production et de distribution, ils s'en mettent plein les poches. Sans, vous comprenez ce que je veux dire? Sans coût de production. Donc l'État, vous parliez tout à l'heure de l'autorité de l'État. L'autorité de l'État, là, je pense, est faible par rapport à cette nécessité de faire la transparence. Et c'est ce qu'ont fait les Espagnols, c'est ce qu'a fait le gouvernement social-démocrate espagnol. Comment est-ce qu'il a fait pour maîtriser, pour faire baisser le prix de l'énergie? Il a gelé les marges des intermédiaires. Il a gelé les marges des intermédiaires. Et en France, non. Donc les marges des intermédiaires explosent, et c'est le consommateur final qui paye. Donc ça ne va pas. Vous voyez bien que sur toute une partie du prix, vous ne pouvez pas faire le procès au gouvernement de ne pas avoir la main, puisque le pétrole, nous l'importons, le gaz, nous l'importons, même sur des biens de nécessité, les vêtements, nous les importons, les pièces détachées, c'est la matière première. Importons. Exactement. Vous savez, le prix du baril, il n'a pas tellement augmenté. C'est le cours entre l'euro et le dollar qui a augmenté considérablement. Donc il y a aussi une politique européenne peut-être à revoir. Il y a beaucoup de facteurs qui ne dépendent pas de la volonté du gouvernement. Oui, mais il y a aussi des facteurs géostratégiques. Vous voyez, quand on agresse la Russie et l'Algérie, producteurs de gaz, il ne faut pas s'étonner que les robinets se ferment. Ils n'ont pas été assez diplomates avec... je pense qu'il faut faire attention. Vous voyez, il faut faire très attention en matière géostratégique parce qu'on croit pouvoir insulter les gens, mais à un moment, il y a aussi des mesures de rétorsion. Donc il n'y a pas que l'augmentation du prix du brut. Est-ce que c'est possible parce que nous importons trop au détriment d'une production plus locale, que ce soit l'énergie ou d'autres choses d'ailleurs? Oui, c'est vrai aussi. C'est-à-dire que c'est la démonstration de la nécessité de monter en puissance sur les énergies renouvelables. Et là aussi, ça a été beaucoup ralenti depuis le début du quinquennat. Parce que la loi de transition énergétique que j'avais fait voter, qui prévoyait une augmentation, une montée en puissance des énergies renouvelables, et qui avait créé les baisses d'impôts pour les gens qui faisaient l'isolation de leur logement, a été supprimée. Donc, il y a eu un arrêt brutal des investissements dans les énergies renouvelables, puisque le prix de rachat très élevé que j'avais fixé permettait des investissements dans cette filière. Ce prix de rachat a été baissé.
Donc, il y a eu moins d'investissements, les filières ont été fragilisées, la montée en puissance des énergies renouvelables a été moins rapide que prévu, et surtout les travaux d'isolation qui permettent de consommer beaucoup moins d'énergie ont été stoppés. Et c'est ça qui est dommage. MaPrimeRénov', nous vante le gouvernement. MaPrimeRénov' 2. Mais c'est microscopique. En plus, c'est soumis à conditions de ressources. Donc, vous imaginez la bureaucratie, contrôler les revenus, quels revenus, conditionner ceci, conditionner cela. Et surtout, ils ont supprimé le paquet de travaux. C'est-à-dire, moi, j'avais mis la même taxe, la même réduction d'impôt pour tous les types de travaux d'isolation. Et ils ont refait ce qu'adore faire le ministère des services fiscaux, c'est-à-dire faire des trucs très compliqués pour que les gens ne puissent pas y accéder et donc il n'y ait pas de baisse d'impôt. Juste un mot sur l'Algérie. Vous pensez qu'il faut être plus tendre avec le régime algérien ? Le président Macron avait évoqué évidemment une rente mémorielle à propos de ce pays qui avait vexé nos interlocuteurs. Oui, je pense qu'il faut faire attention. Il faut faire attention à pas heurter, à pas injurier, à pas... Vous voyez, on peut dire des choses en privé aussi, peut-être, mais vous voyez, instrumentaliser, se mêler de la réinterprétation de l'histoire des autres pays, honnêtement, je pense qu'il y a d'autres priorités que cela. Pareil pour Poutine. Je pense qu'il faut développer la fraternité entre les peuples, vous voyez, plutôt que d'exister en agressant ou en caricaturant ce qui se passe dans les autres pays. Il faut faire très attention. C'est une erreur du président Macron. Je pense que c'est une faute diplomatique majeure, oui. À la fois sur l'Algérie et sur la Russie. Oui, bien sûr. Ségolène Royal est l'invitée de Punchline. On vous retrouve dans un instant. On parlera de la COP26 qui se termine dans quelques jours. Quel bilan pour cette COP ? Tout de suite sur Punchline. 85 à la fois. Rendez-vous pendant les Ford Power Days pour découvrir tous les nouveaux modèles hybrides et super éthanol E85. Ford. Comparez le prix des carburants sur prix-carburant.gouv.fr. Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec Ségolène Royal. Un petit mot de la COP26 qui va se terminer en quelques jours. Quel bilan ? À quoi ça sert ces grands sommets internationaux, Ségolène Royal ? Vous qui avez dirigé la COP21. D'abord, je vais faire un lien avec Thomas Pesquet. Et vous avez vu Thomas Pesquet qui est reparti dans l'espace. Et d'ailleurs, quand j'avais écrit le manifeste pour la justice climatique, j'avais mis une photo aussi de la Terre prise par Thomas Pesquet, où il a revu l'aggravation. Donc depuis, il est parti il y a 5 ans. Là, il retourne dans l'espace 5 ans après, et il a été catastrophé de voir la dégradation de la situation de la planète, puisque de loin, on voit effectivement les fleuves, on voit les fleuves pollués, on voit la déforestation, on voit la mer polluée, on voit les incendies. Donc plus personne ne peut contester l'accélération de la destruction de la planète. Donc est-ce que la COP26 est à la hauteur de cette urgence-là ? Bon, la réponse est à l'évidence non. Et d'ailleurs, les jeunes qui ont massivement manifesté ont tiré la sonnette d'alarme par rapport à cela. Donc, vous savez, c'était simple, l'accord de Paris sur le climat en décembre 2015. Moi, j'ai eu l'honneur d'ailleurs de présider et donc de m'occuper des ratifications. C'est qu'il y avait à la fois l'accord, donc tout était dit, la promesse de financement, les 100 milliards par an à partir de 2020 et tous les ans, notamment pour que les pays du Nord aident les pays du Sud, par l'adaptation et par l'atténuation. Cette somme n'est toujours pas sur la table à l'heure où nous parlons. C'est-à-dire que là, à la fin de l'année, les 100 milliards ne sont toujours pas sur la table. Et d'ailleurs, il y a une chose qui passait un peu inaperçue, mais qui dit bien quand même ce désarroi et même cette grande tristesse des pays les plus vulnérables, c'est que les 50 pays les plus vulnérables qui sont réunis dans une coalition ont tiré la sonnette d'alarme et ont manifesté leur désespoir. On a vu aussi le chef de l'État d'une petite île faire sa conférence de presse dans l'eau jusqu'à la ceinture pour montrer comment les choses avaient évolué. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faudrait vraiment maintenant changer la forme des COP. D'abord, le bilan carbone de la COP. Ceux qui y vont et qui reviennent en jet privé, j'avoue que ça a bien marqué ça déjà. Réunir 30 000 ou 50 000 personnes sur le même lieu à 1 000 € la nuit à Glasgow, donc les autres, je ne sais pas comment ils font pour se débrouiller. Les délégations des pays les plus pauvres qui n'ont d'ailleurs pas pu venir à cause du coût de cette COP, ça suffit. Cette succession de discours diplomatiques, ça suffit. Donc ça fait 5 ans qu'on demande le changement de la forme des COP, mais il y a aussi un corporatisme, des négociations qui veulent absolument, qu'ils ont arc-bouté sur leur système de COP. Alors qu'il y a une chose très simple à faire, puisque à la conférence de Paris, on a déjà calé les 70 coalitions, et en particulier des choses très importantes comme la coalition solaire internationale, qui fait plus rien maintenant, qui a été
tout s'est ralenti. La coalition sur l'accès de l'Afrique aux énergies renouvelables, le pacte de Paris sur l'eau, la coalition qu'on a appelée la coalition Cruz, c'est-à-dire les systèmes d'alerte sur les petites îles pour justement endiguer les phénomènes, la coalition sur les forêts. Donc, tout avait été structuré. Tout est déjà là, tout est déjà là. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Pas forcément se réunir tous ensemble une fois par an, mais c'est jour après jour, semaine après semaine, avec un tableau de bord, avec peut-être un pays chef de file responsable d'une de ces actions, qui est responsable de demander à l'ensemble des autres pays quels sont, de leur demander des comptes sur quelles actions ils ont fait pendant l'année qui vient de s'écouler, parce que ça créera aussi une émulation. Et ça modernisera les COP, et on sera vraiment dans l'action et pas dans le discours. Oui, alors qu'est-ce qu'on va, on va se réunir encore dans un an? Est-ce que ça veut dire que ce sont uniquement les pays volontaires, et notamment les pays européens, qui seront moteurs? Parce que effectivement, la méthode des grands-messes paraît éculée, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Ça le va président continuer, chinois ne se dérange même pas. Donc, de fait, l'engagement contre le réchauffement climatique le plus grave, n'engage que les pays qui veulent bien prendre des engagements. Mais dans votre méthode, ça veut dire que seuls les pays décidés vont participer à la lutte mondiale contre le dérèglement climatique. Mais non, les pays ont signé et ratifié l'accord de Paris. Mais ils ne tiennent pas leurs promesses, Madame Royal. Il faut le faire en sorte l'accord de Paris n'a pas été tenu. C'est pas en se réunissant dans des grands-messes tous les ans, au contraire, c'est en leur demandant tous les mois qu'est-ce qu'ils ont fait pour respecter leurs obligations. La Chine et le président Xi Jinping. Vous savez, contrairement à ce qu'on dit, la Chine, elle fait autant que les États-Unis d'Amérique. Donc, il faut arrêter aussi d'être victime des mécanismes géostratégiques. Alors, les États-Unis critiquent la Chine. Tout le monde croit critiquer la Chine sans même réfléchir 2 secondes sur ce qui se passe en Chine. Mais je vous signale quand même que la Chine investit massivement dans les énergies renouvelables. Et à force de mettre, là aussi, comme on le disait tout à l'heure, de mettre en accusation tel ou tel continent, on va se réveiller en disant « Ah tiens, ils sont très en avance, ils ont fait tout ça ». Là, ils relancent le charbon parce qu'il y a une reprise économique, mais d'autres pays ont relancé le charbon. L'Allemagne a relancé le charbon. Donc, arrêtons, aussi, de caricaturer des continents entiers qui investissent massivement, qui ont d'ailleurs de gros problèmes aussi économiques, et faisant de même quand on accuse l'Inde, alors qu'il y a des problèmes de famine en Inde dus au réchauffement climatique. Donc, faisons attention. L'Inde avait copiloté avec la France l'Alliance solaire internationale. Et ce gouvernement a laissé tomber l'Alliance solaire internationale. Donc, il faut faire attention. Au plan politique, on est évidemment en campagne présidentielle. Est-ce que vous soutenez Anne Hidalgo? Est-ce que sur son programme, qu'on ne connaît pas encore entièrement, et notamment sur l'environnement, il y a des bonnes choses dans ce qu'elle propose? Mais je pense qu'elle a dit elle-même qu'il fallait attendre pour avoir le programme. Donc, j'attends d'avoir le programme. Et vous prononcerez après? Oui, bien sûr. C'est pas forcément elle qui représentera le plus? Non, je me prononce dans l'intérêt de la France. Ça peut être les écologistes, Yannick Jadot. On verra. Oui, on verra. Je ne vais pas, vous voyez, là, faire une hiérarchie. On verra. Moi, je me prononcerai en fonction de ce que diront les uns et les autres, et dans l'intérêt de la France. Donc ça peut être quelqu'un d'autre que la candidate du Parti Socialiste, Louis Salter. Un autre candidat issu de la gauche qui, lui, a des propositions, c'est Arnaud Montebourg, qui, pour que les pays qui ne veulent pas reprendre leurs ressortissants que nous voulons expulser, que nous n'arrivons pas à expulser, propose de bloquer les transferts d'agents privés vers ces pays-là. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition d'Arnaud Montebourg? C'est très étrange parce qu'un salaire, comme vous le savez, c'est quand même une propriété privée. Donc je ne vois pas comment on peut mutualiser et faire en sorte et s'approprier le salaire et les rémunérations des étrangers qui travaillent sur notre territoire et les empêcher d'utiliser ce salaire comme ils le souhaitent. Donc, il s'agit de les bloquer. C'est juridiquement même impensable. L'État français ne peut pas faire main basse sur les salaires des salariés qui sont en France. Vous voyez, et la deuxième chose qui est très étrange dans cette proposition, c'est qu'une fois de plus, il y a une espèce de dérive vers un sujet que l'on pense dominant dans la société. Alors je pense que les Français sont encore plus préoccupés par la question du pouvoir d'achat qu'on évoquait tout à l'heure et de la vie chère. Mais c'est surtout qu'il n'y a jamais un mot positif. Vous voyez, tout d'un coup, on a l'impression que les envahisseurs sont là. Mais attendez, il y a des secteurs entiers de l'économie française. Si tous les étrangers s'arrêtaient de travailler dans le bâtiment, dans la restauration, dans le ramassage des ordures, vous voyez, pendant une journée, tous les étrangers s'arrêtent de travailler. Là, il y aurait peut-être un peu plus de respect par rapport à la façon dont on parle d'eux. Alors maintenant, les étrangers en situation irrégulière n'ont pas à rester sur le territoire, ça c'est sûr.
mais réglons les problèmes sans être obligés de jeter à la face du monde et sur la place publique, vous voyez, une agressivité de ce niveau-là. Celui qui s'approprie ce thème de l'immigration de façon assez forte, c'est Éric Zemmour. Oui. C'est un candidat que vous qualifieriez comment? D'ailleurs, il n'est toujours pas candidat, il est toujours polémiste à l'heure où on se parle. Un populiste, un souverainiste Moi, je ne mets pas d'étiquette aux gens. Et moi, je pense que tout est légitime dans le débat démocratique. Vous voyez, parce que si vous commencez par diaboliser tel ou tel candidat, j'ai jamais fait dans ma vie politique, même de diaboliser le Front National. Car j'estime que s'il y a des thèses détestables qui ont pignon sur rue, c'est parce qu'en face, il n'y a pas suffisamment de force par rapport à un projet attractif. Et donc, la responsabilité de ceux qui parlent en diabolisant Zemmour, c'est à eux que revient cette responsabilité d'avoir la force, le courage, la grandeur de vue, la hauteur de vue, de mettre en face un projet de société donc dans Zemmour lequel est fort les Français... Bien sûr. Et du vide de la parole politique en face de lui. Bien sûr. Oui, il a un problème avec les femmes, pour vous, Éric Zemmour? Je ne sais pas, parce que plus vous voyez, plus on... Si je dis quelque chose d'un peu original, ça va être repris et c'est bon pour lui. Ça va lui faire la pub. Donc Mais on voit que l'électorat féminin a quelques réticences. C'est possible. J'ai pas envie de commenter ça, vous voyez, parce que ça va faire une reprise pour Zemmour. Vous voyez, je suis dans l'explication à l'intérieur du. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas envie de commenter ça. Mais la campagne, une fois qu'elle sera lancée et que les uns et les autres seront candidats, les LR désigneront leurs candidats. À ce moment-là, il y aura peut-être une forme de programme qui va apparaître d'un côté et de l'autre de l'échiquier. Oui, espérons. Il est temps. C'est urgent. Vous disiez qu'on n'a toujours pas su d'Anne Hidalgo, il est temps. C'est urgent. Oui. Il est temps. Oui, c'est plus qu'un programme, c'est une vision. Et c'est une vision qu'il faut proposer aux gens. Parce qu'on est... Vous voyez, on est à un moment quand même politiquement passionnant, parce qu'on est après la crise sanitaire, après la crise économique, après la crise sociale. Et donc, il ne faut pas que reconstruire comme sur le monde d'avant. Ça serait trop triste que la situation reparte, que l'économie reparte, sans se poser des questions sur les fondamentaux de la société, ce que l'on veut garder, ce que l'on veut réformer et ce que l'on veut changer. C'est ça, les vrais choix. Merci beaucoup Ségolène Royal d'être venue ce soir dans Punchline sur Europe 1. Merci Louis Wassalter. On se retrouve demain à 18h pour Punchline. Tout de suite.